citer quelques exemples. Il a été beaucoup question de renforcer l'appui au Dara, pour lequel le président de la République a alloué un montant de 6 milliards de francs CFA par an à compter de la gestion 2023. Mais à cela s'ajoute le projet d'appui à la modernisation des Dara qui est doté dans le budget 2024 à hauteur de 1,09 milliard. Il a aussi été question d'accélérer la résorption des abris provisoires. Nous l'avons noté. De revoir à la hausse le montant d'1 milliard positionné en 2024 pour la reprise des travaux de construction et d'extension du lycée technique de Sandiara. C'est noté. Augmenter le budget de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. C'est noté. Implanter un service d'AEMO, action éducative en milieu ouvert, à Linguère. C'est noté. Construire un nouvel aéroport de niveau 3 dans le département de Mour. C'est noté. C'est ressorti dans nos débats. Revoir à la hausse les fonds d'aide et de secours en faveur de nos concitoyens immigrés. C'est noté. Réduire la fracture numérique en permettant aux zones les plus reculées d'accéder au réseau, c'est noté, particulièrement le département de Goudon. Poursuivre le renforcement des infrastructures de stockage des produits agricoles et étendre le programme de modernisation des marchés, c'est également noté, Président CU. Finaliser le règlement d'établissement de l'ISRA et prendre en charge l'incidence budgétaire de son application, Président Abdoumbo, c'est noté. Renforcer la dotation de l'Agence nationale de l'aquaculture, c'est noté. Électrifier la commune de Vélingara-Ferlo, c'est noté. Démarrer les travaux d'élargissement de la route des Niayes et du viaduc de Cambérène. C'est noté. Prendre en charge la construction du quai de pêche de Kafountine. C'est noté. Améliorer de manière substantielle les conditions de travail des agents de l'ANACIM. Docteur Omar Sy, c'est noté. Construire de nouveaux commissariats et postes de police, mais aussi des casernes sapeurs-pompiers, c'est également noté. Et augmenter le budget des maisons de justice, c'est noté. Honorable Québec. Le redémarrage des travaux des zénons de Tivaouane, Linguère et Sédhiou, là également c'est noté. C'est juste des exemples. Renforcer les services d'intervention des eaux et forêts. C'est pour dire que nous avions consigné véritablement les demandes pressantes que vous avez eu à faire tout au long de cette session budgétaire. Mesdames et messieurs, c'est pour cela, et vous serez sans doute d'accord avec moi, qu'on ne se lâche jamais, vraiment jamais, de l'exercice qui nous réunit aujourd'hui. Le vote du budget de l'État constitue un moment clé dans une démocratie. Un rituel gravé dans le marbre du calendrier républicain. Pourtant, son caractère répétitif, année après année, n'a jamais réussi à le transformer en routine. C'est important car nous ne devons jamais perdre de vue ce qui se trouve derrière les chiffres dont nous débattons. Derrière ces chiffres, il y a d'abord la labeur des femmes et des hommes qui vivent au Sénégal. Car le budget de l'État est avant tout le résultat de la croissance. Le rapport l'a indiqué que j'allais développer
la croissance en plénière. Or, qu'est-ce que la croissance? Que les économistes décrivent comme l'augmentation de la richesse produite pendant une période donnée, en général 1 an. Qu'est-ce que la croissance? Sinon, le fruit du labeur des habitants d'un pays. À partir de cette croissance, nous projetons des niveaux de recettes fiscales. Autrement dit, l'État se nourrit de croissance. Et avec les recettes fiscales qu'il engrange, l'État construit des routes, des pistes rurales et des ponts pour relier les terroirs entre eux, permettre la mobilité des personnes, mais aussi permettre aux marchandises, aux produits agricoles et ceux des usines de circuler. Vous voyez donc que quelque part, ce que l'État prend aux citoyens à travers l'impôt, il le redonne aux citoyens à travers des infrastructures si essentielles pour notre vie quotidienne. Bien sûr, je simplifie à l'extrême, car avec le produit de l'impôt, l'État fait plus que construire des infrastructures. Par exemple, il recrute et rémunère des gens. Nous avons beaucoup échangé sur la masse salariale dans le secteur public. Au-delà de sa dimension redistributrice, je vous ai parlé de sa dimension économique. Les agents de l'État sont dans la vie de tous les jours, à la fois consommateurs, épargnants et investisseurs. Mieux, ils sont payés, plus ils achètent des biens et services, plus ils épargnent, plus ils se lancent dans des projets. Une maison d'habitation par-ci, un atelier de couture ou un poulailler par-là. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, pour nos commerçants, nos paysans, nos artisans, nos industriels, nos transporteurs, nos ouvriers. C'est une bonne nouvelle pour les banques et les systèmes financiers décentralisés qui reçoivent plus de dépôts et peuvent accorder plus de prêts. Et tous ces agents économiques, en travaillant, développent leur entreprise et augmentent leur chiffre d'affaires. De manière très concrète, ils contribuent à la croissance économique, laquelle rejaillit sur l'État sous forme de revenus fiscaux. Le niveau de la masse salariale de l'État constitue un sujet de préoccupation pour certains honorables députés. Je l'ai bien noté et ils n'ont pas tort. C'est aussi un point de vigilance de notre politique budgétaire. Mais il ne faut jamais oublier que la masse salariale fait partie de ces canaux à travers lesquels l'État irrigue tout le système économique. Nous versons chaque mois 104 milliards 96 millions. Je cherche Cheikh Tidiane Diop, DG du Trésor, ne me contredira pas, en y incluant d'ailleurs les collectivités territoriales et le secteur parapublic. On décaisse chaque mois 120 milliards de francs CFA de masse salariale au Sénégal. Mais au final, ce sont les 18 millions de Sénégalais qui en profitent. Je l'ai schématisé, certes, mais c'est ainsi que marche le circuit économique. Lorsqu'il fonctionne correctement, c'est un cercle vertueux dans lequel les fils invisibles
s'entrecroisent pour stimuler la croissance, la production, la consommation, l'épargne, l'investissement, l'emploi. Et au milieu de ce cercle, il y a l'État, garant du bon fonctionnement du système. L'État qui est aussi le premier employeur du pays, le premier acheteur, le premier emprunteur. Vous avez beaucoup parlé de la dette, mais également le premier investisseur. Mais l'État ne pourrait assumer aucun de ces rôles sans une croissance forte et durable. Et si je me suis permis ce petit rappel, c'est pour répondre à deux catégories de personnes. Et c'est ressorti au cours des débats. Ceux qui disent que la croissance ne sert à rien, qu'elle ne remplit pas le panier de la ménagère. Ceux qui nous reprochent de trop mettre l'accent sur les chiffres. Ces deux points sont ressortis clairement dans nos débats. Mais c'est pour leur montrer pourquoi l'axe stratégique numéro 1 du PSE, le plan Sénégal émergent, s'appelle transformation structurelle de l'économie et croissance. Pourquoi? Mais attention, les critiques véritablement ne me dérangent pas, bien au contraire. Je les prends de manière positive et je respecte leurs auteurs. Sans l'expression d'opinion contraire, nous passerions à côté de la pédagogie. Pour résumer, le budget de l'État, ce n'est pas juste un empilement de chiffres. Le budget de l'État, c'est notre présent, mais c'est aussi notre avenir. Mais avant de se pencher sur l'avenir, il est parfois important de se retourner vers le passé. C'est l'occasion pour moi, honorable député, de revenir sur les sommes importantes que vous avez mises à la disposition du gouvernement depuis 2012 à travers 25 lois de finances. Loi de finances initiale et loi de finances rectificative que vous aviez bien voulu adopter avant ce projet de loi de finances 2024, mais je n'ai pas intégré les 25, je n'ai pas intégré l'ordonnance numéro 07-2020 du 17 juin 2020 modifiant la loi 2019 portant loi de finances pour l'année 2020 prise pour faire face à la pandémie de la Covid. Donc 25. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, de 2012 à 2022, le montant cumulé de ces lois de finances adoptées par l'Assemblée nationale du Sénégal atteint le chiffre de 39 882,3 milliards de francs CFA. Vous êtes en droit de vous demander qu'est-ce que le gouvernement a fait de cet argent? Vous l'avez dit du haut de cette tribune. Vous avez dit quels sont les impacts. Certains même ont eu à dire qu'ils sont partis au Fouta, ils ont fait le tour vers Kaolack et autres. Mais vous n'avez pas vu d'impact. Ben, la réponse est simple. En 12 ans, cet argent a globalement servi d'abord à payer les salaires et les primes des agents de l'administration pour 7 387,51 milliards, pour à peu près 177 237 agents. Mais aussi, cette manne financière que vous avez votée a permis d'assurer le fonctionnement de l'administration
et de nos services publics, y compris les structures hospitalières, les universités et les collectivités territoriales, pour 10 milliards 582 millions. Ce montant, 10 000 milliards 582 millions, ce montant englobe le paiement des bourses des étudiants sur cette période, 579 milliards 560 millions. Ce montant englobe la subvention au monde rural pour 567 milliards 750 millions. Ce montant englobe la subvention du carburant et de l'électricité pour 1431,6 milliards et les denrées alimentaires de première nécessité pour 164,5 milliards. La distribution également de bourses de sécurité familiale, vous êtes revenu là-dessus. Cette manne financière a permis, honorables députés, pour un montant cumulé de 201,735 milliards, de faire bénéficier des bourses de sécurité familiale à 354 951 ménages. Mais ce montant a permis d'investir pour doter le pays d'infrastructures et d'équipements dignes de son nom. Montant 12 000 milliards 679 millions, 39. Si l'on examine, j'ai parlé de chiffres, voilà ce que vous avez approuvé comme budget durant la période et sa répartition. C'est le pendant financier de cette manne financière. Mais si on examine maintenant le pendant physique de cette manne financière, on peut dire, honorable député, que le Sénégalais en a eu pour son argent. Weddi gis bokku ci. Comme on dit, en effet, les investissements publics réalisés depuis 2012 ont donné comme résultat, je prends quelques exemples. Dans le domaine de l'énergie, le taux d'électrification rurale de 24% en 2012 est passé à 61% en 2022, tandis qu'il atteint 97% en zone urbaine, puisque au moment où on faisait 84 villages électrifiés par an, sur la période, on en fait plus de 420 par an, ce qui fait que de 1660 villages électrifiés en 2012, nous en sommes maintenant à 6200 villages en 2023. Toujours le pendant physique de cette manne financière. Le Sénégal dispose maintenant de 1787 mégawatts en puissance électrique installée, contre 674,5 12 ans auparavant. Et le réseau de transport d'électricité s'est enrichi de 1552 km de lignes nouvelles durant la période. Mais en matière d'infrastructures routières, c'est là où notre pays a accompli des progrès les plus spectaculaires depuis 2012. On a eu à réaliser 2918 km de routes revêtues. Notez, pour pouvoir faire l'évaluation financière,
qu'un kilomètre de route bitumée neuve coûte entre 300 millions et 400 millions de francs CFA. Multiplions ça par les 2918 kilomètres de route réalisés. On saura l'impact de cette manne financière que vous avez autorisée au gouvernement. 189 kilomètres d'autoroute. Lors du passage du ministre des Infrastructures, on a déterminé le kilomètre d'autoroute, le coût d'un kilomètre d'autoroute. Un kilomètre d'autoroute bitumée neuve coûte entre 3,5 milliards de francs CFA et 4 milliards de francs CFA. Multiplions ça par les 189 kilomètres d'autoroute, dont l'autoroute Ila-Touba qui a coûté quasiment 428 milliards. Prenons le nombre de kilomètres de Dakar à Touba et multiplions ça par le coût d'un kilomètre d'autoroute. C'est avec ça, cette manne financière, qu'il a été réalisé 23 ponts. Construire des routes, c'est bon, mais encore faut-il l'entretenir. J'ai bien entendu, tout au long des débats, le plaidoyer qui a été fait pour la mobilisation avec célérité des ressources allouées au FORA. J'en ai pris bonne note. Mais sur ce plan, il y a eu des inspections qui ont été faites en fin 2022 sur l'état du réseau routier classé, qui permet de dire que 84% des routes revêtues et 58% des routes en terre sont en bon et moyen état. Comparativement à la période antérieure, au lieu de 84, on était à 60%, au lieu de 58, on était à 40% par rapport aux routes en terre. La réforme du FERA est passée par là. Pourquoi notre score a augmenté. Et ce score, c'est selon le classement de Global Economy. Le Sénégal fait partie du top 10 des pays ayant les meilleurs réseaux routiers et autoroutiers en Afrique. Il occupe la 8e place sur les 38 pays évalués. Dans le domaine agricole, quand le ministre de l'Agriculture est passé, on a vu les statistiques agricoles, nos productions céréalières, la production arachidière, les productions horticoles. En matière d'éducation et d'enseignement supérieur, grâce au budget que vous avez voté, le gouvernement a construit des salles de classe, des écoles. On a pu, avec le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, répertorier tout ce qui a été réalisé. Dans le domaine de la santé, les investissements également qui ont été réalisés avec les 5 nouveaux hôpitaux, la finalisation de Dalal Jamm qui a été initiée avant 2012. Je pense que de ce point de vue, on a des résultats sur le plan physique qui justifient amplement les budgets votés ici à l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, quand on parle de réalisation, il ne faut pas voir uniquement en tête les réalisations visibles. Il y a également ce qu'on ne peut pas toucher physiquement, mais qui fait le bonheur des Sénégalais. Je prendrai comme exemple notre politique de prix. Loolu nag comme dañ ko fi abordé ci wolof laa koy wax xam nga suñu politique de prix moom wax nañ ci affaire subvention yi lu bari waaye nag mun nañ wax ne am na malgré que conjoncture bi défavorable na suñu politique de prix bi quand même fexe nañ ba du diis torop ci population yi ndax subvention bi ci état bi di def gasoil day mu ngi waroon a jar ci dernier prix yi ñu
yi commission bi nga xam ne dafa autonome wax 927 francs CFA loolu la waroon a jar waaye ñu ngi koy jëndee 755 francs maanaam litre gasoil boo jënd rek litre gasoil bu ñu jënd rek 172 francs yi moom état bi subventionné na gaz butane 9 kilos mu ngi war a jar 5624 francs waaye ñu ngi koy jëndee 4385 francs benn bouteille buñ ci jënd rek état bi subventionné na 1239 gaz butane bu 6 kilos mu ngi war a jar 3776 luñ ci jënd rek 2885 lay jar état bi def na ci 891 essence pirogue ministère de la pêche jaar na fi mu ngi war a jar 750 francs ñu ngi koy jaayee 497 francs luñ ci jënd rek état bi def na ci 253 francs buñ demee nag ci njëgu dund bi suukar prix réel bi bu ci état defuloon subvention 800 francs la ñu ngi koy jaayee 650 donc état bi def na ci 150 francs buñ jëlee ceeb bi mu ngi war a jar 450 ñu koy jaayee 325 par kilo état bi def na ci 125 mburu mi nag 325 la normalement prix bi mu ngi jar 175 état bi def na ci 150 francs loolu nag day wone ne état bi mu ngi subventionné ak doole njëgu énergie bi njëgu électricité bi njëgu gasoil bi ak denrées de première nécessité mais il est bon aussi de rappeler que les subventions au secteur de l'énergie ont coûté 755 milliards en 2022 et vont continuer de nous coûter 600 milliards cette année. On était à 556 milliards, la fois passée ça a augmenté. Et en 2024, effectivement, on prévoit dans le projet de budget 2024 215 milliards. Cette baisse, on l'explique très aisément par le fait qu'il pourrait y avoir une détente sur les prix des hydrocarbures. Mais quand on faisait le budget, on n'avait pas prévu le conflit, effectivement, le conflit actuellement au niveau du Moyen-Orient. Donc si éventuellement il y avait une augmentation des coûts mondiaux sur l'énergie, ce budget serait réajusté à la hausse. C'est important. Mais aussi, il faut retenir que nous avons mis en place sur le plan administratif au ministère des Finances une brigade mixte de contrôle composée d'agents des douanes et des impôts. Cette brigade mixte est en train de procéder à des enquêtes de terrain, à faire les vérifications nécessaires. La brigade mixte ne contrôle pas uniquement les subventions aux denrées, les subventions énergétiques, mais également les subventions au niveau des denrées de première nécessité. Mais, mesdames et messieurs, le projet de loi de finances 2024, pour vous dire que cette politique de subvention est amplifiée, 602,73 milliards de subventions sont prévues dans le projet de loi de finances 2024. On les a passées en revue. Je vais en citer quelques. Les intrants agricoles, 100 milliards. L'importation de génies, 60 milliards au niveau du trésor public. Ces considérations générales, j'avais prévu que ça me prenne au moins 30 minutes pour pouvoir dire, parce qu'il était important que les honorables députés sachent qu'est-ce qui a été voté durant de 2012 à 2022 et où est-ce qu'on a mis l'argent, tant sur le plan financier que
que sur le plan physique. Maintenant, le budget 2024, vous le connaissez, c'est 7 003,6 milliards de francs CFA contre 6 411,5 milliards en 2023, soit une augmentation de 592 milliards en valeur absolue et 9,2% en valeur relative. Je pense que je n'ai pas besoin d'insister sur la manière dont ces 7 003,6 milliards ont été calculés. Le rapport est revenu là-dessus. Certains voudraient qu'on en retranche les 1248,2 milliards correspondant à l'amortissement de la dette en 2024 pour afficher un budget de 5 755,4 milliards. D'abord, j'estime que ce serait tromper le Parlement que de mettre en avant un budget qui ne comprendrait pas le remboursement du capital de la dette. Même si, pour des raisons comptables qui n'intéressent que les experts, ce remboursement qui constitue effectivement une dépense budgétaire au sens de la loi 2001-09 du 15 octobre 2001 et qui ne l'est plus du point de vue de la loi 2020-07 du 26 février 2020, qui n'a fait qu'abroger la loi 2011-15 du 8 juillet 2011, nous avons privilégié l'approche qui vous renseigne sur le fait que 1248,2 milliards vont être consacrés en 2024 à l'amortissement de la dette publique. L'autre approche qui aboutit en fait à camoufler une information derrière opération de trésorerie nous paraît moins transparente vis-à-vis du Parlement, même si elle satisfait certains experts. Jamais le Parlement n'aura reçu autant de documents sur la loi de finances. Jamais. Tous ces documents participent à la transparence budgétaire. Le temps ne me permet pas de les citer, mais je pense que vous tous, vous les avez reçus. Jusqu'au budget citoyen. Je viens de recevoir un message comme quoi que tout le stock est terminé, qu'il faut une rallonge budgétaire pour multiplier le budget citoyen qui est en train actuellement de faire du tabac dans les régions. C'est le directeur de la programmation budgétaire, M. Cheikh Diba, qui vient de me le faire connaître. Mais en 1981, le dernier budget préparé par le président Léopold Sédar Senghor s'élevait à 191,6 milliards, dont le service de la dette. En 2000, le président Abdou Diouf a quitté le pouvoir en laissant un budget de 831,5 milliards, comprenant le service de la dette. En 2012, le dernier budget du président, Maître Abdoulaye Wade, s'élevait à 2344,8 milliards, y compris le montant du service de la dette. Nous sommes en 2023 et certains voudraient nous reprocher d'avoir préféré dire à l'Assemblée qu'en adoptant cette loi de finances, vous autorisez en réalité le paiement de 7003,6 milliards, incluant l'amortissement de la dette. Mais ainsi, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, laissera à son successeur un budget de 7003,6 milliards. Je laisse l'Assemblée nationale en juger. Mais permettez-moi de revenir sur les recettes du budget de l'État. Il y a eu beaucoup de contributions
à ce niveau. Vous l'aurez remarqué, les recettes augmenteront de 20% par rapport à 2023. Les recettes fiscales devraient croître de 693,3 milliards. C'est ambitieux, mais c'est faisable. Et nous le ferons avec les directeurs généraux qui sont derrière moi. Nous le ferons. Pourquoi? Nous avons déjà fait passer les recettes internes de l'État de 1 656 milliards en 2012 à 3 640,5 milliards en 2023. Ça a été multiplié par quasiment 2,2. Par conséquent, avec la stratégie de recettes à moyen terme, les régies financières ont élaboré un plan de bataille pour réaliser ces objectifs. Ce plan de bataille est clairement exposé dans notre présentation du budget et je dis les mauvais contribuables auront du souci à se faire avec les services des régies. Et l'accroissement de ces recettes sera facilité par, effectivement, sur le plan économique, le taux de croissance attendu de 9,2%. Mais il faut savoir que cette croissance de 9,2% est liée avec l'entrée en production attendue des projets Sangomar Pétrole et GTA Gaz. Mais néanmoins, notre politique économique s'appuie sur d'autres moteurs de croissance. C'est pourquoi j'en veux pour preuve qu'en 2024, nous avons calculé même le taux de croissance hors hydrocarbures et nous le projetons à 6%. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, plus de recettes pour plus de dépenses. Car nos ambitions pour le Sénégal restent intactes. Toutefois, si j'ai eu à expliquer tout ça, c'est parce que, quelque part, on a pris l'option d'augmenter les dépenses d'investissement de l'État et de minimiser les dépenses de fonctionnement. C'est pourquoi, si vous regardez le rapport ressorti, les dépenses de fonctionnement rapportées à la recherche nationale ont baissé de quasiment 12% à 8,78%. Et on verra que l'investissement, les dépenses d'investissement sur ressources internes augmenteront de 23%, tandis que les ressources externes investies seront de l'ordre de 5%. C'est ce que ça révèle simplement que le Sénégal s'inscrit de plus en plus sur la voie de la souveraineté budgétaire. Du fait de l'accroissement substantiel de nos recettes internes et aussi des ressources externes qui sont contenues à une augmentation de 5%. En 2024, le déficit budgétaire sera de 3,9%, en baisse par rapport à 2023, et nous escomptons en 2025 respecter le critère de convergence de 3%. Mais l'ensemble du besoin de financement, le besoin de financement du budget 2024, c'est important, il est de 2138,4 milliards. Mais ce besoin de financement atteint donc 2138,4 milliards et est décomposé de 3 rubriques. D'abord, le déficit budgétaire, 840 milliards,2. L'amortissement de la dette, 1248,2 milliards.
Et 50 milliards, on l'a expliqué lors du passage du ministre des Forces armées relatif aux opérations extérieures de nos forces de défense et de sécurité qui sont très souvent sollicitées par le système des Nations Unies et la CEDEAO. Mais pour couvrir ce besoin de financement, pour lequel nous sollicitons l'autorisation du Parlement. Mais le Sénégal va recourir à l'endettement. Et notre profil de risque de surendettement modéré prédispose le Sénégal à couvrir ce besoin de financement avec des charges financières moins onéreuses. Véritablement, quand nous disons qu'un pays est à risque de surendettement, ce n'est pas que le pays est déjà endetté. Le FMI a 199 pays, la Banque mondiale 180 pays. On suppose que tous les pays du monde s'endettent. Et le terme surendettement n'est pas péjoratif. C'est que l'ensemble de ces pays sont classés en 4 catégories. Donc ce n'est pas que le Sénégal, parce que j'ai entendu tout à l'heure que vous êtes déjà endetté, mais maintenant, c'est des questions de surendettement. Non, c'est une classification au niveau mondial qui donne les 4 catégories. Faible, modéré, élevé et en détresse. Mais en Afrique, sur les 55 pays, 15 pays présentent un risque de surendettement modéré, dont le Sénégal. L'autre jour, j'avais donné les seuils, mais là, je ne vais plus les redonner. Je renvoie juste à la dernière analyse de viabilité de la dette réalisée en juin 2023, où vous verrez à la page 149, rapport FMI de juin 2023. Tous les taux et les seuils y figurent. Mais c'est parce que le Sénégal est loin d'être dans les 2 cas de pays à risque de surendettement élevé et en détresse. Vous savez pourquoi? Pour aller à risque de surendettement élevé ou en détresse, il faut qu'il y ait un repli prononcé de la croissance, concomitamment une baisse des recettes fiscales et une baisse drastique des exportations. Avec l'entrée sous l'ère de production de pétrole et de gaz, vraiment, le Sénégal est loin de ces cas. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Mesdames et Messieurs, la journée a été intense et elle clôt un mois de travail qui ne l'a pas été moins aussi. Je m'en voudrais donc de solliciter davantage votre attention, mais j'aimerais tout de même répondre juste à quelques présidents de groupe avant de conclure. Il a été beaucoup question des investissements réalisés dans les cités religieuses. Dans le projet de budget 2024, il y a un important programme de modernisation des cités religieuses doté de quasiment 5,175 milliards, mais j'ai ici tous les investissements qui vont être réalisés dans le département de Mbacké, y compris Touba, avec les subventions de 1,7 milliard au niveau de l'université, 1,5 milliard, cette subvention qui a été donnée en 2023 sera également donnée en 2024, avec tout le programme d'assainissement qui sera réalisé dans le département de Mbacké, avec effectivement un volume aussi d'investissement, un volume d'investissement en matière d'infrastructures routières de près de 17,5 milliards. J'ai les fiches. Au niveau du département de Tivaouane, qu'on a abordé ici, cette cité religieuse, dans le domaine du désenclavement, ce n'est pas moins de 59 milliards
qui seront réalisés. Au niveau de ces deux départements, une fiche exhaustive est là qui démontre à suffisance que le projet de loi de finances 2024 a prévu des montants substantiels pour le département de Mbacké et pour le département de Tivaouane. Je tenais à faire ces précisions parce que c'est revenu très souvent dans les débats. Pourquoi on n'a pas fait une loi de finances rectificative? Monsieur le Président Mamadou Lamine Thiam, cette année, effectivement, il était prévu des ressources pétrolières et gazières, des recettes issues de la production du pétrole et du gaz de l'ordre de 51 milliards. Mais si vous regardez, les 20 milliards sont en comptes spéciaux du Trésor, qui s'équilibrent en recettes et en dépenses. Donc pas de souci. S'il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de dépenses. Sur les 30 milliards qui étaient dans le budget général, là, ne serait-ce que la vente de la licence 5G nous permettait d'engranger quasiment 37 milliards, le même niveau de recettes. C'est pour dire que du point de vue des recettes, et jusqu'ici, les objectifs de recettes sont atteints. Il n'y avait pas de déséquilibre de la loi de finances, en plus des réserves de gestion et de précaution qui sont dans le budget. Relativement à la nomenclature budgétaire, je pense que c'est le président Babacar Mbengue, effectivement, qui l'a posé. Dans le cadre de cette rénovation, on a envoyé une lettre qui a été adressée au président de l'amicale, de l'Association des maires du Sénégal et de l'Association des départements du Sénégal pour faire des propositions relatives aux comptes de recettes et de dépenses. Et mes services n'attendent que le retour pour pouvoir finaliser avant la fin de l'année la nomenclature budgétaire. L'autre question qui a été posée, c'est sur les crédits DMC. Les crédits DMC qui ont été externalisés, 3 430 dossiers validés pour 15 979 millions de francs CFA. Ce programme, avec l'externalisation, connaît actuellement un regain d'intérêt au niveau des... Pour 2024, on va également continuer ce programme avec les banques, 6 banques qui ont été sélectionnées. Donc, on va vous donner les statistiques par rapport à 2024. Pour le projet de loi de règlement 2022, je pense que le président Abdou Mbow est revenu là-dessus. Le projet de loi de règlement 2022 a été examiné et adopté en Conseil des ministres le 14 juin 2023 et transmis à la Cour des comptes le 27 juin 2023, conformément aux dispositions légales et réglementaires qui imposent au gouvernement de déposer le projet de loi de règlement de l'année N-1 à l'année N au plus tard le 30 juin de l'année N. Ça a été respecté et véritablement la Cour des comptes est en train de faire un excellent travail donc par rapport au rapport sur l'exécution des lois de finances, la déclaration générale de conformité et son avis sur les rapports annuels de performance. L'honorable Birame Souleye Diop a parlé effectivement de la mise en œuvre des poursuites fiscales, des poursuites pénales en matière fiscale. Là également, des poursuites pénales ont été initiées à l'encontre de 4 contribuables ayant collecté des taxes sans les reverser. Le directeur général des impôts et des domaines a déjà fait la confirmation de plainte. Le dossier est en instruction au niveau du pouvoir judiciaire. Relativement à l'examen de la situation fiscale personnelle, cette procédure a été déjà mise en œuvre, même si c'est exceptionnel. Le caractère cependant confidentiel de la procédure ne permet pas de révéler le nom du contribuable qui a payé les montants réclamés en définitive. Cette procédure doit être maintenue, à notre sens, dans le dispositif normatif, ne serait-ce que pour sa fonction dissuasive. L'autre question qui a été posée, c'est la question des remises gracieuses. Je veux dire que la remise gracieuse est bien prévue par la loi, article 706 du Code général des impôts. Cette même loi autorise le ministre chargé des Finances d'accorder des remises gracieuses. Les deux conditions suivantes doivent être réunies: un effort fiscal consenti par le contribuable et la preuve des difficultés financières. Les procédures sont encadrées. Je vous donne les statistiques. Il y a un taux de rejet des demandes qui est élevé et au niveau des grandes entreprises, en 2023, sur 95 demandes reçues, 77 ont été rejetées, taux de rejet 81%. Sur les dépenses fiscales, un plan de réduction des dépenses fiscales de l'ordre de 100 milliards est en cours d'élaboration. Il vient d'être finalisé au plus tard le 30 juin et sera communiqué au Parlement.
relativement aux autres aspects, je pense qu'on a quasiment répondu aux questions spécifiques. Je m'en vais tout de même conclure. Vous me permettrez, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de rendre hommage à l'équipe qui m'accompagne. Mais aussi aux milliers d'agents du ministère des Finances et du Budget et des autres départements ministériels qui ne se trouvent pas dans cet hémicycle aujourd'hui, mais qui tous les jours travaillent sur la préparation, l'exécution et le contrôle du budget de l'État. Je ne suis que le premier d'entre eux, leur chef d'équipe, par la confiance de Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre, que je remercie encore. Mais je considère que tous les propos chaleureux, amicaux et par moments même affectueux dont j'ai été le destinataire au cours de ce marathon budgétaire, je les partage avec mes collaborateurs. Car tout ce que vous avez vu, lu ou entendu sur le projet de loi de finances 2024 est le résultat d'un travail d'équipe, équipe dont la direction de la programmation budgétaire constitue la colonne vertébrale. Et dans cette équipe, vous me permettrez de rendre hommage à ceux qui sont véritablement les piliers du dispositif du ministère des Finances. À tout seigneur, tout honneur, nous sommes ici pour parler de budget. Je commencerai donc par le directeur général du budget, Monsieur Maguette Niang. Ceux qui me connaissent bien sur le plan personnel savent que c'est mon condisciple à l'École nationale d'économie appliquée. Et mon ami depuis plus de 30 ans, cher Maguette, que de chemin nous avons parcouru. Depuis nos années d'étudiants, mais je suis ravi et chanceux de pouvoir compter dans des challenges extraordinaires sur lui. Nous faisons face quotidiennement, donc, sur ton engagement, sur ta compétence et ta loyauté. J'associe à ces remerciements M. Cheikh Diba, ici présent, directeur de la programmation budgétaire, et les autres dames qui sont de l'autre côté, qui font un travail de titan. Madame Souadou Dramé Wade, qui est la directrice adjointe de la programmation budgétaire. Également Maguette Ndiaye, qui est là, qui est une promotionnaire d'ailleurs à moi. Ndeye Maye Diouf, également Madame Siré Dembélé, qui sont tous là. Mais la deuxième personne à qui je voudrais rendre hommage n'est pas avec nous en ce moment, mais elle mérite nos félicitations et nos remerciements. Je veux parler de l'inspecteur général d'État, Abdourahmane Dièye. Son bilan en tant que directeur général des douanes est connu et apprécié de tous.